répercussions qui sont importantes en santé publique. Et le principal problème de santé publique actuellement par rapport à ce virus, c'est les épidémies d'encéphalite qui sont de grande ampleur qu'on peut observer, qui ont été rapportées un peu partout. Et chez nous, on commence à le voir, c'est des épidémies réelles d'encéphalite. Et d'ailleurs, parmi tous les virus neurotropes, pratiquement, c'est le seul virus qui donne des épidémies d'encéphalite. On connaît des épidémies de méningite, mais les épidémies d'encéphalite, réellement, c'est pratiquement ce virus-là qui donne des épidémies. D'ailleurs, ça doit attirer notre attention quand on a des cas groupés d'encéphalite. Devant l'absence de traitement et de vaccination contre ce virus-là, donc c'est le seul moyen pour maîtriser cette infection, c'est la surveillance et le diagnostic précoce des cas. Bien sûr, c'est les meilleurs moyens de prévention, puisque par la suite, on peut déclencher toutes les mesures de gestion de risque vectoriel, principalement la lutte antivectorielle, et éviter que l'épidémie prend de l'ampleur. Et devant le cycle de transmission de ce virus qui est complexe, on l'a vu tout à l'heure avec l'introduction de professeur Forar et Dr Forar et professeur Mameli, donc il y a les vecteurs, les oiseaux et multifactoriels. Donc il est important de comprendre ce cycle-là pour contrôler cette zoonose. Donc, quelques généralités par rapport à ce virus-là. Donc, juste un peu d'historique. Donc, le virus là, a été découvert pour la première fois en Afrique, donc en Ouganda, dans la région de Tilk, donc d'où il tire son nom. Donc, c'est là que le virus a pris son nom, il a été découvert. Donc, sur le plan virologique et sur la classification, donc, ce virus, il fait partie dans le groupe, c'est un arbovirus, de groupe des flavivirus. Et quand on parle des flavivirus, c'est un groupe d'arbovirus très important. Donc, il y a des virus, des arbovirus très importants comme la fièvre jaune, la dengue, l'encéphalite attique. Et parmi ces virus-là, on a le virus de West Nile qui est juste là et qui est responsable principalement il fait dans le groupe D qui donne le tableau clinique des encéphalites, avec d'autres virus bien sûr. Sur le plan virologique, donc c'est un virus qui fait partie de la famille des flaviviridés, le genre flavivirus, c'est un virus ARN, qui dit ARN, donc c'est un virus qui évolue sur le plan génétique, et c'est un virus qui est enveloppé, qui fait partie du complexe de l'encéphalite japonaise. On connaît au jour d'aujourd'hui 7 lignages, ou bien génotypes. Pour le moment, il y a seulement 2 génotypes qui sont incriminés dans les infections chez l'homme. On a le lignage 1 et le lignage 2, bien sûr chez l'homme et l'animal. Et c'est un arbovirus qui a un potentiel neuro-invasif qui peut traverser facilement la barrière hémato-méningée par divers mécanismes physiopathologiques. Sur le plan épidémiologique, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, donc, le cycle de transmission de ce virus-là implique des oiseaux, principalement soit des oiseaux migrateurs, mais également des oiseaux résidents, comme les corbeaux, les pigeons et tout ça. Donc, le nombre d'espèces d'oiseaux qui sont sensibles à l'infection par ce virus-là, donc, ça peut dépasser les 150 espèces d'oiseaux. Et l'autre élément dans ce cycle-là sont les moustiques, principalement de genre Culex. On le retrouve abondamment dans notre région. Et le virus, il est maintenu dans ce cycle enzootique entre les oiseaux et les Culex. Les oiseaux jouent le rôle de réservoir, mais également d'amplificateur de l'infection. L'homme, dans ce cycle-là, c'est un hôte accidentel. Donc, il s'infecte quand il s'approche de ce cycle-là. Donc, plus que l'homme, ou bien ce cycle se rapproche de l'homme, ou bien l'homme se rapproche de ce cycle, il s'infecte. Donc, et après, on peut avoir des infections de genre neuroinvasive, comme on le voit tout à l'heure. Et la transmission interhumaine, elle est possible seulement dans les cas de transfusion sanguine. Donc, il y a le risque de transfusion qui est là, mais également en cas de transplantation d'organes qui a été rapporté. D'autres mécanismes de transmission ont été rapportés dans la littérature, mais qui nécessitent d'être prouvés, comme l'allaitement maternel, et principalement, mais ça reste à prouver. Et l'amplification de ce cycle-là, principalement, c'est durant la période estive automnale, puisque tout simplement, c'est durant cette période de l'année où on constate une pullulation importante de la population vectorielle, ce qui va faire amplifier aussi le cycle de transmission. Et bien sûr, ce cycle-là est sous l'influence de plusieurs facteurs climatiques. Donc d'ailleurs, cette maladie, elle est classée comme une maladie qui est sensible au changement climatique. Donc les saisons froides, les saisons chaudes, la pluviométrie importante. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Elle va faire qu'on aura une pullulation importante de moustiques. Et avec l'arrivée des oiseaux migrateurs, mais également des oiseaux domestiques, donc on aura ce cycle-là, une contamination importante des populations moustiques qui ont émergé. Et de ce fait-là, donc l'homme, dans ce cycle-là, peut facilement être infecté par ces vecteurs-là. Il faut savoir que dans ces dernières années, dans la littérature, il a été rapporté que les saisons de sécheresse a été associé avec un risque accru d'épidémie d'encéphalite à West Nile. Et si on compare notre situation en Algérie, donc on a de plus en plus de saisons de sécheresse, comme on le voit ces dernières années. Ça peut être un facteur déclenchant, ou bien un facteur qui explique les dernières épidémies importantes qu'on a observées dans notre pays. Mais ça reste à creuser.
Sur le plan de distribution, quand on le voit sur cette carte-là, donc le virus West Nile, il a une distribution pratiquement tous les continents sont touchés. Et le dernier continent qui a été touché depuis 1990, c'est le continent l'Amérique du Nord et après tout le continent de l'Amérique qui a été contaminé à partir de 1999. Donc actuellement, donc c'est tous les continents qui sont concernés par ce virus-là. Et dans notre espace géographique, le bassin méditerranéen, donc ce virus-là a été rapporté pour les premières fois dans les années 60, en France et au Moyen-Orient, principalement en Égypte et dans les territoires occupés de Palestine. Donc, ce virus-là, il a été découvert à cette époque-là, donc chez des populations humaines, au cours des enquêtes sérologiques, mais également en cas des cas d'infection fébrile, mais qui restent des cas simples, des cas bénins, qui ne constituent pas un problème de santé publique. Ce n'est qu'à partir des années 90 qu'on a commencé à observer les premiers cas d'infection neuro-invasive par le virus et la première épidémie décrite dans le bassin méditerranéen d'infection neuro-invasive, principalement d'encéphalite à ce virus-là, ça a été en Algérie en 99, dans la région de Timimoun, précisément dans la région de Tinirkop. Par la suite, on a commencé à observer des cas groupés d'encéphalite et de méningite par ce virus-là, au Maroc 96, Tunisie, mais par la suite en Europe, en Italie, où depuis, on observe régulièrement des épidémies régulières et d'ampleur de plus en plus importante dans le bassin méditerranéen, principalement là en Europe, puisque là où ils ont des systèmes de surveillance les plus efficients, donc ils captent tous les cas. Donc on rapporte beaucoup de cas, principalement en Italie, en Grèce beaucoup, en Roumanie et un peu partout aussi ces dernières années en Europe. Et en termes de génotype, donc le lignage 1 circule principalement au sud du bassin méditerranéen, donc en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et au lignage 2, on le retrouve principalement en Europe, principalement en Europe de l'Est et un peu en Europe, au sud de l'Europe, principalement en Italie. Et quand on voit la situation en Europe, donc c'est pourquoi on parle de l'Europe, ils ont un système de surveillance parmi les plus efficients. Donc on voit très bien que si on voit une rétrospective 2010, le cas d'infection, on observe le nombre de cas, il est un peu cyclique. Pratiquement chaque 2 ans, on a un nombre important de ça. Il enregistre annuellement des cas. Mais c'est des 3 dernières années, quand on le voit depuis 2002, donc il y a un nombre important de cas. Et avec l'extension de l'espace géographique, puisqu'en Europe, l'infection a été principalement localisée dans l'Europe de l'Est, mais ces dernières, et en Italie, mais ces dernières années, on observe de plus en plus de cas au sud de la France, mais également en Espagne on commence à observer des cas humains qui étaient jusqu'à là indemnes. Il n'y avait pas de cas humains en Espagne. Donc on voit très bien que l'espace géographique de cette infection commence à s'étendre au sud de l'Europe, en Europe. Une autre particularité par ce virus-là qu'il faut signaler, c'est sa rapidité de diffusion. Donc, cette capacité de diffuser rapidement quand il rentre dans un nouveau espace géographique. Quand on le voit ici aux États-Unis, comme on le sait très bien, ce virus il est rentré aux États-Unis pour la première fois en 99, dans la région de Brooklyn, au New York. Donc c'est là où ils ont enregistré le premier cas. Par la suite, donc rapidement, en l'espace de 3 ans, 4 ans, donc de 99 à 2004, 2003, pratiquement tout le territoire des États-Unis a été pratiquement atteint par ce virus-là. Donc le virus il a pratiquement atteint et rapidement progressé sur le territoire des États-Unis. Donc, il y a la particularité de gagner en territoire et de se propager dans l'espace géographique. Donc ça c'est très important qu'il faut le souligner. Sur le plan clinique, je ne vais pas trop m'attarder puisqu'il y a mes collègues qui vont bien développer ça par la suite. Donc on le sait très bien, donc il y a une structure pyramidale de la plupart des infections sont asymptomatiques. Les formes neuro-invasives sont observées moins d'1% des cas. Elles sont faites principalement de méningite encéphalique et on peut avoir des poliomyélites, et principalement chez les personnes âgées avec des conditions sous-jacentes. Et la fatalité ou bien la létalité, elle est observée moins de 10% des cas selon la littérature. Un point particulier par rapport aux donneurs de sang, c'est dans la population générale, l'infection dans le sommet de l'iceberg, elle est ici dans le sommet de la pyramide. Chez les receveurs de produits sanguins labiles, donc la situation elle est inversée, tout simplement puisqu'ils ont un risque accru de développer les formes invasives. Pratiquement 50% des receveurs de produits sanguins labiles, ils ont risque de développer les formes non-invasives de méningite et encéphalite. Donc, un point particulier par rapport à cette population et le risque transfusionnel, surtout dans un contexte épidémique de circulation de ce virus dans une région-là, il faut considérer ce risque transfusionnel. Je ne vais pas tarder sur ça. Donc, sur le plan de diagnostic biologique, donc la biologie ne rapporte pas beaucoup de choses. On sait bien que la formule, l'FNS, on va retrouver une hyperleucocytose
100% des cas. Le LCR, dans la plupart des cas, il est lymphocytaire dans 82 cas, mais on peut observer une prédominance de polynucléaires neutrophiles dans 10% des cas qui sont non altérés et la biochimie, principalement la glycorachie normale et une hypoprotéinie qui est légèrement modérée. Sur le plan virologique, quand on voit la cinétique des marqueurs virologiques, on voit très bien qu'au moment de l'apparition des signes neurologiques, on a les seuls marqueurs virologiques qui sont positifs. Donc, on a la, la détection du virus au niveau principalement au niveau des urines. Donc, le virus qui est excrété au niveau des urines, puisque le virus, il infecte le système rénal. Mais avec un peu de chance, on peut détecter aussi le virus au niveau sanguin, au niveau des virus. Donc, ça, c'est au niveau à l'apparition des symptômes neurologiques. Bien sûr, quand la fièvre commence à avoir l'apparition des symptômes neurologiques, c'est là on a plus de chances de détecter le virus par des moyens directs comme la PCR, au niveau de sang, au niveau de l'urine. Mais malheureusement, dans la plupart des cas qu'on reçoit, c'est les patients se présentent au niveau des services cliniques quand les patients atteignent le stade d'apparition des symptômes neurologiques. Et à ce stade-là, les marqueurs virologiques qu'on peut détecter, c'est principalement le virus dans les urines, mais avec un peu de chance, on peut détecter les IgM au niveau sanguin. Donc, on a cette chance-là de détecter le virus, les anticorps au niveau sanguin. Donc, les outils qu'on va utiliser pour rechercher le virus pour le diagnostic, les outils virologiques, on peut faire le screening principalement. Et là, c'est la sérologie, c'est un moyen accessible à tout le monde. Au niveau du sang, bien au niveau du LCR, on va rechercher une synthèse intrathecale. Et la confirmation par la suite, c'est un outil, on va le faire par la PCR. Une fois qu'on a fait le screening par la détection du virus, on va tenter de détecter le virus au niveau des urines. Donc, le prélèvement d'urine, il est très important. Mais également, on peut tenter aussi de détecter le virus au niveau sanguin, au niveau du sang total, puisque le virus il a été rapporté dans la littérature et il est associé aux globules rouges. Donc, avec des techniques virologiques adaptées, on peut détecter le virus au niveau du sang total. Ça, c'est pour la confirmation. Et quand la biologie moléculaire elle revient négative, donc on peut utiliser la séroneutralisation, c'est des techniques virologiques un peu particulières, spécialisées, pour confirmer ce diagnostic sérologique. Ce diagnostic n'est pas facile. Pourquoi? Puisqu'on, dans notre quotidien, on rencontre beaucoup de difficultés. La principale difficulté, c'est la persistance des IgM. Certes, quand on va détecter des IgM, c'est un marqueur en faveur d'une infection aiguë par le virus westnal, mais quand on le voit sur cette cinétique des marqueurs virologiques, les anticorps, les IgM, peuvent persister jusqu'à une année. Donc, on peut retrouver des IgM une année après qui peut fausser le diagnostic d'un cas aigu. Donc là, il faut faire des tests d'avidité et d'autres tests virologiques pour un peu pour départager le cas. L'autre difficulté pour le diagnostic sérologique, c'est les réactions croisées parmi les flavovirus, avec les fièvres jaunes, la dengue. Donc, c'est un patient qui a voyagé, on a fait une infection par d'autres flavovirus. Et si on veut confirmer le diagnostic sérologique, on doit faire la séroneutralisation pour confirmer. Donc là, on a besoin des techniques un peu avancées, virologiques, pour confirmer. Donc, c'est notre particularité et difficulté qu'on rencontre dans notre quotidien pour le diagnostic du virus West Nile. Et aussi, notre difficulté qu'on a observée dans notre exercice, c'est l'instabilité du virus pour le diagnostic par PCR, puisque le virus, il est très fragile, il est très sensible aux aléas de transport. Donc, il est très important, quand on veut faire un diagnostic moléculaire par PCR, c'est faire rapidement le transport et rapidement la détection par PCR. Et là, ça me pose l'importance de rapprocher le diagnostic au lit du malade de décentraliser le diagnostic. Comme ça, on peut avoir plus de chances de détecter le virus par PCR quand on fait le test par PCR rapidement après le prélèvement. Donc ça, c'est les quelques difficultés qu'on observe dans notre quotidien dans le diagnostic de cette pathologie. Qu'en est-il du virus West Nile en Algérie? Donc, historiquement, on sait que le virus West Nile il a été observé, il a été rapporté depuis les années 60. Donc, le virus il a été isolé pour la première fois dans les années 60 dans la région de Janet et en 68. Par la suite, des enquêtes sérologiques qui ont été faites dans le sud, on a retrouvé ces traces. Mais, mais à ce moment-là, il n'y avait pas de cas humains, des cas cliniques, donc uniquement des traces sérologiques. Les premiers cas cliniques et des cas d'infection neuro-invasive par ce virus-là n'ont été observés qu'à partir de 1994, ici dans la région de Timimou, Tinerkouk. D'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la première épidémie d'encéphalite par ce virus West Nile. Si je ne me trompe pas, pratiquement dans tout le bassin méditerranéen, si ce n'est pas dans le monde. Ça reste à vérifier. Mais ce qui est sûr, dans notre pays, c'est sûr, mais dans le bassin méditerranéen, c'est sûr. Donc après, il faut bien revoir la littérature. Par la suite, on a commencé, cette infection était uniquement cantonnée au niveau du sud. Ce n'est qu'à partir des années 2012 qu'on a commencé à observer cette infection dans le nord. Le premier cas, c'était à Djidjel, c'est un ressortissant algérien qui vivait en France, qui était au voyage de chez nous. Donc, quand il est retourné en France, on a confirmé le diagnostic par l'encéphalite à ce virus-là. Et d'ailleurs, à partir de cette là que
que le ministère, avec le ministère de la Santé, que ce dispositif de surveillance de cette infection-là a été mis en place puisque l'infection pratiquement concerne bien sûr que le nord. Et donc, et depuis qu'on a commencé la surveillance du sud virusois depuis 2014, donc là, je vais présenter quelques données qu'on a eues depuis qu'on a commencé à travailler sur ce virus-là. Bien sûr, la surveillance, au départ, elle a concerné uniquement la région l'est du pays. On pensait que l'infection concernait cette région avec les données toutes épidémiologiques dans le bassin méditerranéen, mais également chez nos voisins comme la Tunisie. Mais après, les années suivantes, cette surveillance a été étendue sur tout le territoire national. Donc, quand on voit la situation depuis 2015 sur ce virus-là, donc on voit très bien que de 2015 jusqu'à 2022, donc la situation était on peut la considérer comme on a eu des cas sporadiques annuellement. Il ne dépasse rarement les 4 cas, les 5 cas, mis à part l'année 2015, où on a enregistré une vingtaine de cas dans la région de Djidja. Mais par la suite, le nombre de cas oscille entre 0 cas jusqu'à 3 cas. Donc on peut dire qu'on a eu une circulation à bas bruit et des formes sporadiques. Donc, ce n'est qu'à partir de 2003, donc là, il y a 2 années derrière, juste après le Covid, on observé une recrudescence, une augmentation importante du nombre de cas. Et particulièrement dans l'année 2023, quand on le voit ici, donc le nombre de cas qu'on a observé en 2023, donc il dépasse pratiquement de 3 fois le total de cas qui a été observé depuis qu'on a commencé à surveiller cette infection de 2015 à 2020. Donc vraiment, c'est une épidémie réelle par ce virus West Nile et en 2022. Et la tendance semble se maintenir pour 2024, puisque l'année passée 2024, pratiquement, on est dans les mêmes niveaux que l'année 2023, avec principalement les cas qu'on a observés dans l'extrême l'est du pays, dans la région de Annaba et je pense de Stigda. Nos collègues après de Batna, ils vont de Annaba, ils vont donner plus de détails par rapport à cet épisode chez eux. Quand on va analyser ces données sur le plan clinique, on voit que sur la période 2015-2022, que la plupart des cas qu'on a confirmés des formes néo-invasives, donc c'était principalement majoritairement, c'était des méningites, donc qui sont spontanément résolutifs sans séquelles. Le nombre d'encéphalites ne dépasse pas le quart des cas. Par contre, dans l'épidémie de 2023, les 2 tiers des cas, c'était des encéphalites sévères. Les méningites, c'était moins de 40%. Et on a enregistré 16 décès, mais nos collègues de l'UNSP peuvent, je pense, c'est des chiffres qui sont à la hausse. Je n'ai pas des chiffres bien comptabilisés par rapport à tous les cas de décès de 2023. Donc, on voit très bien que la situation, elle est en train de changer entre la période avant 2022 et la période après 2022. Donc, voilà. Et quand on voit la répartition des cas en fonction de l'âge, quand on voit sur la période 2015-2022, que la population pédiatrique, principalement les moins de 10 ans, on observait rarement des cas, pratiquement moins de 2 cas sur la période, toute cette période-là, pratiquement de 10 ans. Mais les cas d'infection par ce virus-là, on commence à les observer à partir de 15 ans et après toutes les catégories d'âge qui s'en suivent. Avec la moyenne d'âge des patients qui font des formes neuro-invasives, donc elle est pratiquement à 40 ans. Par contre, l'année 2023, on voit très bien que la situation, elle est complètement inversée. Donc, principalement, on a une concentration des cas dans la population pédiatrique, dans les moins de 15 ans. Donc, la plupart des cas des formes neuro-invasives ont été observés au niveau de cette population-là. Et bien sûr, on continue toujours à observer des cas dans les autres catégories d'âge. On voit très bien que la cascade, elle est inversée. Donc, on a un histogramme inversé les cas les plus élevés chez les jeunes. Après, ça commence à descendre au fur et à mesure. Et la moyenne d'âge, ainsi, c'est un peu particulier par rapport à notre cas en Algérie. Donc, la moyenne d'âge, cette année 2023, pratiquement, elle est très jeune, c'est 18 cas. Donc, pratiquement, qui est unique dans le monde. On voit tout à l'heure quelques chiffres dans la littérature. Et la tendance en 2024, ça, c'est les données du ministère avec le Dr Trad, on voit que la tendance semble se maintenir. Quand on voit la répartition des cas, ici, 2024, la plupart des cas aussi sont observés chez les cas de population pédiatrique. Moins de 15 ans, avec une moyenne d'âge encore plus jeune, c'est 11 ans. Il faut qu'il vrai, on le voit très bien ici, c'est majoritairement des formes sévères, des encéphalites et des méningoencéphalites. Pratiquement les 2 tiers des cas, on voit ici en jaune et ici en orange. Donc voilà, la tendance semble se maintenir ici. La létalité qu'on a observée l'année passée, en 2024, elle tourne autour de 34 décès sur le total des cas qu'on a observés. Ça, c'est les chiffres de nos collègues de Dr Trad du ministère de la Santé qui nous donnent un chiffre de létalité autour de 29%, qui est un peu, pratiquement 2 fois, pratiquement
les chiffres observés dans la littérature. Donc, ça mérite un peu d'investigation et de comprendre pourquoi on a ces chiffres de létalité. Peut-être à cause de la population pédiatrique. On va discuter ça par la suite avec une collègue infectiologue et pédiatre. Donc, c'est un peu particulier, puisque dans la littérature, la létalité dépasse guère les 20%. Chez nous, on est autour de 30%. Donc, ça mérite discussion. Quand on observe les données de la littérature, enfin sur le fond clinique, quand on voit les données que j'ai consultées, par exemple, les épidémies qui ont été rapportées en littérature, par exemple en Tunisie, c'est le cas le plus proche de nous, dans l'épidémie de 2003, donc ils ont 50% de méningite, 50% d'encéphalite, donc c'est qui n'est pas comparable à notre situation d'en 2022. En Europe, pareil, donc la plupart des cas, c'est des formes des méningoencéphalites, mais principalement, c'est la période avant 2010. Pareil en Europe, ici par exemple en Grèce, donc la principale forme qui est observée principalement, c'est la forme méningite et méningoencéphalite. Ça, c'est la période avant 2022. Nous, avant 2022, c'était principalement des méningites. Et dans la littérature, euh, 2024, c'est 29% versus la littérature. Donc, on est un peu plus élevé par rapport à la littérature, principalement en 2024. Et quand on voit la moyenne d'âge d'infection chez nous, avant 2022, c'était 40 ans et après, c'était jeune, 18, 20, 11 ans. Quand on voit chez nos voisins tunisiens et en Europe, cette infection concerne les personnes âgées. En Tunisie, c'est la moyenne d'âge 55 ans. Au Moyen-Orient, c'est 44 ans. En Europe, c'est une infection principalement des sujets adultes, les plus âgés, 55 ans. Donc, notre cas algérien fait un peu une particularité par rapport au contexte régional dans le bassin méditerranéen et nos voisins proches comme la Tunisie. Donc là, et ça, aussi ça, on doit parler aussi de ça, aussi cette particularité de l'âge précoce de l'infection. Aussi, une chose importante, quand on voit ici sur les formes cliniques, on voit très bien avant 30 ans, sur 2015-2022, à la période avant 2022. Donc, on observe rarement des cas d'encéphalite chez les sujets jeunes. Par contre, sur la période 2022-2023, les encéphalites ici en bleu, on les observe principalement chez les sujets jeunes, moins de 15 ans. Donc, c'est une différence par rapport à cette épidémie chez nous en Algérie depuis 2023 et 2024. Donc, les encéphalites, on les observe plus chez les sujets jeunes comparativement à la période avant 2022. Sur la période d'apparition des cas, donc nos situations se rapprochent un peu ce qui se passe un peu dans le bassin méditerranéen. La plupart des cas sont observés entre le mois d'août et le mois d'octobre, avec un pic au mois de septembre, sur la période jusqu'à 2022. 2023 aussi. Donc, on a observé la plupart des cas entre septembre et octobre, avec les débuts des cas à partir du mois de juillet. Donc, on est dans la période qui est conforme dans la littérature. En 2024, c'est pareil. Donc, on a comme observé les cas réguliers en août-septembre, et aussi un autre pic précoce à partir du mois de juin-juillet. Et ce pic-là, on l'observe dans les wilayas du sud, puisqu'à ce moment-là, les températures sont encore clémentes. Donc, l'année passée, en 2024, on a observé les pluies mécrates dans la région de Ain Salah. Donc, les températures en juin-juillet étaient un peu clémentes par la population victorienne. Ah, c'est pour ça qu'on a observé les cas. Par la suite, l'épidémie s'est propagée par la suite dans le nord du pays, principalement dans la région de Annaba et de Skikda. Sur le plan géographique, donc, depuis qu'on a commencé l'infection, surveillance infection, donc on va sur la période jusqu'à 2022, l'infection était cantonnée principalement dans l'est du pays. Donc, on a l'épicentre principalement du Djidjel, Guelma, Taraf, un peu dans la région de Biskaram et Timimon. Donc là, c'est ça les aires géographiques où le virus circulait. L'année 2023, on a observé une extension des zones géographiques où ce virus circulait. Donc, on a une extension avec un épicentre principalement dans ce triangle-là, donc on est entre Bsila, Betna et Biskra. Donc c'est là où on a observé le maximum de cas, avec d'autres cas dans la région de Gardaya, dans la région de Timimon, comme toujours, et aussi, ici, je pense, des cas dans la région de Skikda. En année 2024, principalement, on a eu pratiquement le même situation. Donc, on a, avec un épicentre 2024, c'est la région de Skik d'Annaba. Donc, ça va être détaillé la situation par la suite. Toujours dans la région de Biskra, on a des cas, mais également au niveau de sud, principalement le sud-est. Donc, on a le sud-ouest et l'est du pays. Donc, il semble qu'en Algérie, on a un couloir qui reste à vérifier. L'ouest du pays reste épargné jusqu'à un jour d'aujourd'hui. Donc, on a un couloir qui est sud-ouest-est. C'est là on observe le maximum de cas. Donc, de Timimoun en remontant
jusqu'à Annaba. Est-ce que c'est le couloir des oiseaux migrateurs? Donc, on a besoin de nos amis ornithologues pour nous aider dans ça. Voilà. Donc, ça mériterait d'être discuté puisqu'on observe les données au plus avant. C'est aussi, donc, c'est le couloir-là qui est toujours observé. Aussi par rapport à la distribution des cas, la plupart des cas, on les observait quand on a sur la série jusqu'à 2022. Donc, c'est des patients qui vivaient en milieu rural et suburbain. Et quand on a poussé l'enquête et les fiches d'investigation avec les patients qui ont fait des formes neurovasques, on constatait que ces patients-là résidaient à proximité des retenues. Donc, ça peut être un oued, ça peut être une sapra, ça peut être un marrage. Donc, ça explique aussi, c'est un peu le cycle épidémique de la maladie. Donc, même dans la littérature, on retrouve toujours ces infections qui sont associées à un point d'eau. Donc, on n'est pas loin par rapport à la littérature. Sur le plan virologique, on voit très bien que sur la période 2015-2022 que la recherche des EGM, qu'on le voit ici, donc on a toujours été un outil fiable, était toujours présent au moment de l'apparition des symptômes neurologiques. Donc ça confirme les données que j'ai présentées tout à l'heure. Donc c'est un très bon outil, on le voit ici. Donc au moins, les patients avaient au moins des EGM au niveau de sérum, que ce soit les méningites ou les méningoencéphalites, on détectait toujours des EGM, soit IgM positif, IgG négatif, soit IgM positif, IgG positif. Donc on a cette chance-là et tu les détecter les IgM. Donc c'est un outil simple qu'on peut utiliser dans les laboratoires pour screener des cas. Et aussi, on a eu la chance, quand on le voit ici pour les encéphalites, donc la recherche des IgM au niveau du NCR, c'est un bon outil pour confirmation des cas. Principalement au cours des encéphalites, on a une grande chance de détecter les IgM au niveau du LCR, contrairement aux méningites, où on a pratiquement dans 50%, 60% des cas de chance de détecter les IgM au niveau du LCR. Puisque je rappelle, la détection des IgM au niveau du LCR, c'est un moyen de confirmation du diagnostic, puisque ça confirme une synthèse intrathecale de virus. Pour la PCR, on était moins chanceux pour la détection du virus au niveau du LCR, donc pratiquement moins de 20% de positivité au niveau du LCR. Contrairement aux urines, c'est un bon outil, pratiquement tourné autour de 40%. Donc on peut dire que la matrice urine, c'est un bon outil pour confirmation du diagnostic par la PCR qui est supérieure au LCR. Donc LCR, le LCS, on a moins de chances de détecter le virus par PCR au niveau de cette matrice-là. En 2023 aussi, c'est pratiquement les mêmes données, hein. Donc, on a par rapport les IgM, donc on le détectait pratiquement dans 95% chez les patients chez qui on fait un prélèvement précoce au moment de l'apparition des symptômes neurologiques. Donc, on peut dire que les IgM, c'est un bon outil fiable pour le screening des cas. Et l'important, c'est un outil facile à mettre dans les laboratoires pour le diagnostic. Donc, ELISA, rapide, facile dans nos laboratoires. Donc, on peut facilement généraliser la surveillance sur le screening de cette infection-là dans nos hôpitaux. Sur le plan moléculaire, donc depuis qu'on a commencé à surveiller cette infection dans le dispositif de surveillance avec le ministère de la Santé, donc on a pu, le virus il est très difficile à voir, donc comme on l'a soulevé tout à l'heure, donc l'instabilité, donc quand même on a pu quand même détecter 6 cas par PCR chez les humains, mais en même temps on a collaboré avec nos amis entomologistes et quand même on a détecté le virus chez des poules de moustiques, moustiques vecteurs par PCR. Donc, le génotype qui est le plus prédominant chez nous, c'est le génotype 1. On l'a détecté principalement aussi dans la région de Timimon, dans la région de Beskara, dans la région de Tizi Ouzou aussi, et le lignage 2 qui circule principalement dans l'Europe de l'Est. On l'a détecté dans la région de Djidjian en 2015, mais depuis, on n'a plus observé. Donc, mais le génotype qui reste le plus circulant chez nous, c'est le génotype 1. Et quand on a poussé un peu plus les analyses des souches qu'on a analysées, par séquençage, on a constaté que le souche qui circulait principalement dans la région de Timimon et de Berika en 2010 appartenait au lignage 1A et dans le groupe, le cluster géographique qu'on appelle le West Europe Méditerranée. C'est un variant de virus western qui est virulent, qu'on est comme virulent et neuro-invasif puisqu'il donne beaucoup d'épidémies majeures dans le bassin méditerranéen par ce virus-là. Donc le variant qui circule chez nous, c'est un variant particulièrement virulent et neuro-invasif. Mais il faut continuer toujours l'effort de faire plus de séquençage, plus d'analyse génotype pour savoir très bien quelles sont les souches qui circulent chez nous en termes de virulence et particulièrement pour expliquer les dernières épidémies de 2023 et 2024 chez nous, pourquoi cette virulence accrue. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que le virus West Nile actuel occupe une place importante dans les infections neuro-invasives en Algérie, qui était longuement négligée, et elle évolue sur un mode endémo-épidémique, on l'a vu tout à l'heure. Donc, le virus West Nile doit être inclus dans la liste et les panoplies, le panel des tests, des étiologies à rechercher dans les diagnostics différentiels
des infections neuro-invasives phonagées, principalement durant la période estivo-automnale, bien sûr, qui est la période propice à la circulation de ce virus. Et certes que le diagnostic, ne serait-ce que le screening, il est accessible à la majorité de nos laboratoires par la recherche des IGN. La saison 2023 et 2024 donc, ont été particulièrement spéciales par rapport aux changements épidémiologiques importants qui ont été observés. Par rapport à l'augmentation de la fréquence des formes neuro-invasives, on a observé le nombre de cas, le nombre de formes cliniques, les formes sévères, plus d'encéphalite, mais également l'âge, on a plus de cas pédiatriques. Donc ça doit attirer notre attention. L'amélioration du pronostic vital, puisqu'on a observé malheureusement une létalité qui est un peu élevée, autour de 30%, principalement entre 2023 et 2024, nécessite bien sûr une prise en charge adéquate par des services spécialisés. Donc, nos amis infectiologues, les pédiatres, la pédiatrie infectieuse, la réanimation, neurologue. Donc là, on doit travailler ça pour expliquer pourquoi cette létalité est importante, élevée. Et voilà, il faut bien tirer les conclusions et expliquer tout ça. Et aussi, il est impératif de mettre en place un système de surveillance intégré. Donc, Dr Forard, il a tout à l'heure soulevé, ce n'est pas uniquement un problème des secteurs de la santé, mais également c'est une maladie, c'est une zoonose. Donc, ça concerne aussi le service de l'agriculture, mais également les services de la collectivité locale. Donc, il est très important qu'on arrive à mettre un système de surveillance intégré, tout simplement adapté à notre contexte local. Pour l'alerte précoce, il faut commencer à surveiller cette maladie-là au niveau du réservoir et du vecteur pour donner l'alerte précoce, comme ça, pour éviter qu'on observe des épidémies d'ampleur importante, comme on a observé l'année passée et l'année d'avant dans la région du centre de pays et l'extrême l'est de pays. Voilà, avant de terminer, bien sûr, je dois remercier tous mes collègues bon, je termine normalement. Ça s'est figé. Voilà. Je vous remercie et vous avez Professeur des Rachid, questions avec plaisir. Professeur Rachid, on vous remercie pour cette excellente intervention qui nous a rappelé sur pas mal de points surtout par rapport au changement épidémiologique, par rapport à l'âge, par rapport aux manifestations neurologiques et les situations cliniques qu'on n'observait pas auparavant. Nos amis professeurs Charaoui ainsi que Gennifi vont nous éclairer un peu plus, nous donnant beaucoup plus de détails. Et surtout aussi, je rappelle aussi, quand on parle de signes cliniques, il ne faut pas oublier que cette pathologie, les manifestations cliniques n'apparaissent que sur 1 sur 150 cas. Ouais. C'est-à-dire, si on a des manifestations cliniques, c'est-à-dire que le réservoir, il est vraiment assez important, surtout si l'environnement épidémiologique et tout l'environnement s'y prête, comme c'est le cas par exemple de l'extrême est algérien. Et donc, intérêt d'intervenir assez précocement et bien sûr et de faire intervenir tous les secteurs possibles, c'est-à-dire que l'intervention ne se limite pas uniquement aux médecins, aux épidémiologues, aux virologues, mais également à d'autres, c'est-à-dire, comme vous l'avez bien précisé, aux entomologues, etc. Et donc, c'est une prise en charge multidisciplinaire qui fait intervenir plusieurs secteurs. Ça, d'une part. Et d'autre part, vous avez insisté sur les moyens diagnostiques qui ne sont pas aussi compliqués qu'on le pense. D'ailleurs, avec l'épidémie de l'année passée à Anneba, beaucoup de choses ont été instaurées à Anneba, entre autres le laboratoire qui s'est un peu enrichi par rapport aux moyens diagnostiques. D'ailleurs, actuellement, on fait des sérologies au niveau du laboratoire du professeur Nejaï et les diagnostics se font déjà, alors qu'au début de l'épidémie de 2024, on voyait systématiquement tous les prélèvements, ce qui n'est pas vraiment le cas actuellement. Et donc, votre intervention nous incite à se poser pas mal de questions, des questions qu'on peut y répondre et aussi d'autres questions qui Ouais. resteront dans le domaine c'est-à-dire faire les investigations nécessaires pour aboutir, c'est-à-dire pour mieux cerner cette pathologie. Et bien sûr, j'ouvre le débat. S'il y a des questions par rapport à cette intervention, professeur Charaoui, je ne sais pas si c'est par Juste, écrit ou... j'ai une question, professeur Hachi, et on va donner bien sûr l'occasion pour tout le monde pour poser des questions. Est-ce qu'il y a une explication pour l'inversion donc des données épidémiologiques concernant le virus West Nile en Algérie, notamment donc l'âge jeune, donc qui est plus souvent atteint? Est-ce qu'il y a une explication pour l'augmentation des cas par rapport au début des années 2000 et 2023-2024? Est-ce que ce ne serait pas en rapport avec une insuffisance de dépistage du screening, c'est-à-dire dans les années
auparavant. Et c'est le dépistage qui a fait, enfin, qui révèle en fait des cas peut-être qui étaient déjà là. Voilà, si on peut parler, c'est-à-dire d'augmentation effective ou bien, c'est vrai que avec le changement climatique, vous l'avez très bien, donc changement climatique, les transports, les voyages internationaux, les oiseaux migrateurs, voilà. Voilà, donc est-ce que vous avez une explication Oui. pourquoi donc les données épidémiologiques se sont inversées pour les données et se sont aggravées sur le plan clinique? Merci. Merci beaucoup, professeur Charles, pour votre questions pertinentes. Donc, effectivement, par rapport les explications qu'on peut avancer sur ce changement de situation épidémiologique, ne serait-ce que pour l'augmentation de la fréquence, déjà le nombre de cas, puisqu'on était dans la situation pratiquement, on était en cas sporadique, mais depuis 2023, on a des cas importants, c'est des réelles épidémies. Donc, pratiquement, on est dans le même contexte régional si on observe ce qui se passe en Europe. Donc, tout le pourtour méditerranéen observe d'augmentation de cas, principalement en Europe. Et d'ailleurs, on peut, bien sûr, notre système de surveillance il n'est pas aussi efficient comme celui dans certains pays qui excellent en Europe, qui ont un très bon système de surveillance de cette maladie-là. Mais à mon avis, des épidémies d'encéphalite à Sevres-Soir ne peuvent pas passer inaperçues. Donc, je pense que la situation avant 2022, on a eu toujours des cas ratés, parce que réellement, si on a réellement des cas groupés en nombre important d'encéphalite, on le saura, puisque ça peut pas, ça attirera l'attention de nos collègues infectiologues et nos médecins qui sont dans le terrain. Donc, et d'ailleurs, l'épidémie de 2023 dans la région de Betna, donc c'est ça qui a éveillé l'attention de nos collègues, c'était des cas groupés d'encéphalite. Et qu'on a commencé à prendre en charge avec de la cyclovir, et on sait très bien que l'herpès ne donne pas d'épidémie Non, d'encéphalite. Donc, ouais, une épidémie d'encéphalite, donc, elle ne passe pas inaperçue. exactement, Donc, je ne pense pas exactement. que la défaillance de notre système de surveillance ou le manquement du système de surveillance. Donc, on peut imputer le nombre de cas, c'est principalement tout le contexte par rapport au changement climatique, la sécheresse. Il ne faut pas oublier que ces dernières années, donc on observe de plus en plus de saisons de sécheresse. Moi, je suis parti dans la région de Batna, Pensacola. J'ai constaté, par exemple, le lac de l'Hofna de cette région, il est pratiquement complètement asséché. Donc, ça aussi parmi les facteurs qui ont été rapportés. On observe, même il y a une étude qui a été faite aux États-Unis en 2018. Ils ont fait une relation proportionnelle entre saison sèche et épidémie de West Nile. Donc, à chaque fois qu'il Mhm. observe des saisons vraiment sèches ou de sécheresse, il observe des épidémies de West Nile. Et je pense qu'on peut extrapoler chez nous. Donc, ces Mhm. dernières années, on a de plus La en plus de sécheresse, saisons oui. sèches. Mhm. Et là, on observe des cas importants d'encéphalite à virus West Nile. Euh, Néanmoins, par rapport aux cas pédiatriques, personnellement, je n'ai pas d'explication pour les... à ce sujet-là, puisque réel, puisque si je ne me trompe pas, on a une situation unique, puisque quand on consulte la littérature, il n'y a pas beaucoup de cas pédiatriques en Europe et tout ça. Même dernièrement, j'ai assisté à un webinaire avec des collègues en Italie, et ils n'ont pas de cas pédiatriques, hein. Donc, c'est principalement la population adulte qui est touchée par ce virus-là. Donc, voilà. Donc, ça mérite un travail fondamental là-dessus pour expliquer Oui, pourquoi. oui. Avec les Peut-être la souche épidémios. virale, peut-être aussi Mhm. est en train de changer, mais ça mérite un travail, peut-être de contexte épidémiologique aussi, par rapport les particuliers à nous, mais ça mérite un travail de fond pour expliquer ce shift vers la population pédiatrique. Oui, merci. Je ne sais pas, professeur Mamli, si on prend deux questions En parlant, en parlant de de le... questions, Voilà, oui. il y a une Donc, question de l'EPH Regen qui dit est-ce qu'il y oui. a un score de probabilité diagnostique ou bien un test rapide? Pour le moment, il n'y a pas de test rapide, donc on fait le diagnostic, le screening par sérologie, principalement le plus simple, c'est par ELISA, donc on peut le faire pour les donneurs de sang et tout ça, donc c'est les mêmes tests qu'on le fait, donc facilement. Et voilà, il n'y a pas de test rapide au jour d'aujourd'hui qui est fiable pour le diagnostic sérologique de cette infection. Je ne sais pas Il y si j'ai a une Il y répondu autre a... question, il y a une Oui. autre question aussi. Je ne sais pas d'où elle provient, mais qui dit que est-ce que le diagnostic virologique en phase neurologique, le test urinaire est-il positif? Oui, généralement, on a une fenêtre sérologique, en fait, virologique de 20 jours depuis l'apparition des séronologiques. Si le patient il fait une infection à virus West Nile, donc on a de fortes chances de détecter le virus au niveau urinaire. Donc il y a une expression, bien sûr, elle est variable d'un individu à un autre individu, mais dans les séries qui ont été rapportées dans la littérature, donc on peut avoir une chance jusqu'à 60% de positivité au niveau des urines. Donc c'est une bonne matrice à faire
à faire pour rechercher le virus par PCR. Il y a une question du sommet PPH 2021 concernant la surveillance des cas chez les enfants moins de 15 ans. C'est une bonne question. On déclare seulement les encéphalites, méningoencéphalites, les méningites auriculaires, non, ou bien les autres. Parce que quelles sont les indications donc des tests? Donc, à la recherche de formes, il faut savoir donc que seulement les formes neuro-invasives, donc, euh, ce sont des Oui, oui, indications oui. pour les tests. Voilà. Donc, vous répondez aux collègues. Oui, oui, non, non, effectivement, l'instruction ministérielle, elle parle de ça. Moins de 15 ans, principalement, on signale uniquement les encéphalètes et les méningoencéphalètes. Donc, quand elle a été cette définition de cas, donc on a pensé principalement les contraintes, puisqu'on sait dans la population pédiatrique, le nombre de méningites il est important pour d'autres étiologies virales. Donc c'est par des soucis logistiques et d'avalanche de prélèvements. Mais bien sûr, toutes les formes cliniques doivent être considérées. Donc si on dispose des moyens diagnostiques un peu partout, donc on peut prendre en charge toutes les formes neurologiques. Et normalement, on doit commencer par screener les étiologies les plus courantes. Quand on dit que le laboratoire doit commencer quand on a une méningite à virus principalement viral, donc on commence à rechercher les étiologies les plus courantes, comme les antivirus, les antirétrovirus, les parécovirus. Quand ces étiologies les plus courantes sont éliminées, là, à ce moment-là, on commence à rechercher à ce virus-là. Donc, tout simplement, on a mis cette définition de cas principalement pour les cas pédiatriques, c'est par des soucis logistiques et par rapport à surtout le nombre important des autres viroses virales dans cette catégorie d'âge. Mais bien sûr, mais dans un contexte épidémique, quand une épidémie ou bien un cas où un virus est confirmé dans une localité que le virus circule, il faut le prendre le tout, aussi bien les méningites que les méningoencéphalites. Mais dans un contexte de surveillance, on surveille pour le moment, on suit l'instruction ministérielle. Et bien sûr, si par la suite les moyens de diagnostic se développent au niveau local, on va actualiser l'instruction ministérielle avec une collègue du ministère de la Santé. On va prendre la dernière Merci. question, professeur Mamri. Oui, parce qu'on Euh, a accusé un peu de retard. Donc, oui, c'est juste, il y a un cancer qui demande si l'homme est peut-être contaminé directement à partir de l'oiseau. Parce que, c'est-à-dire en absence du L'oiseau, vecteur, en absence de, parce que s'il y a un contact direct avec l'oiseau, donc malade. théoriquement, ça n'a pas été rapporté. Ça n'a pas été rapporté puisqu'il faut, comment dirais-je, un passage transcutané du virus, comment dirais-je, une décharge de virus au niveau sous-cutané, puisqu'on voit le moustique très bien, c'est lui qui va injecter le virus au niveau sous-cutané. Donc oui, le risque, il reste toujours présent. Donc il faut prendre ses précautions, surtout si l'animal est très fortement infecté. Donc on peut inhaler si on ne prend pas des précautions. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de cas qui ont été rapportés dans la littérature. Mais bien sûr, si vous êtes un professionnel et vous manipulez des oiseaux morts, il faut les prendre avec précaution. Il faut protéger les voies d'entrée, les muqueuses, des masques et tout ça. Il faut prendre les mesures de précaution nécessaires, puisque c'est un réservoir qu'il faut le considérer tel quel. Merci, donc professeur Mamri.